Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Johnny Frachet, qui l'aurait cru? Salut Johnny, comment vas-tu? Salut Nico, ça va? La forme? Ça va, ça va, ça va. En fait, sur ma chaîne YouTube, là, il y a des personnes qui me posent des questions. Et bon, jusqu'à présent, je suis un peu le seul à parler devant ma caméra. Et je trouve que c'est un peu plus intéressant si on est deux à pouvoir débattre ou donner notre avis sur le sujet. Et en fait, la question qui est revenue plusieurs fois, c'était le changement de club. Changement de club, changer de professeur. Voilà, est-ce que, comme ils disent au Brésil, est-ce qu'on est un créonche, donc un traître, ou est-ce que au final c'est quelque chose qui peut être normal, naturel au bout d'un moment. Enfin, je vais te laisser commencer et puis on va échanger un peu là-dessus. Juste avant toute chose, Johnny, combattant de MMA, combien de combats en MMA? Ouais, entre 30 et 40. Voilà, entre 30 et Quelques 40. combats. Ouais, quelques combats. Ouais, il y en a quelques-uns. À une époque où le management n'existait pas tellement, et à une époque où le MMA n'existait pas, enfin n'existait pas, n'était pas autorisé en France. Et voilà, on devait prendre un peu les combats qu'on nous proposait à l'étranger, et c'était souvent, on nous envoyait souvent à l'abattoir. Des fois vous vous en Ça sortiez bien, passait. des fois un peu moins bien. Mais voilà, juste pour présenter un petit peu. Et puis Johnny, ouais. Est-ce qu'on peut revenir quand même un petit peu sur ton parcours rapido, toi, en deux trois minutes? Ouais, Par quoi bah tu as pour... commencé, vers quoi tu es allé, Ouais, bien etc. sûr. Alors, je m'appelle Johnny Frachet, j'habite en région parisienne depuis presque pratiquement tout le temps. J'ai commencé la gym, puis après je me suis dirigé rapidement vers les arts martiaux. Très tôt, je suis parti vers le pancras et puis je fais rapidement, mais je me suis dirigé vers le MMA. En même temps, je voulais combattre dans plusieurs disciplines, donc j'ai combattu principalement en grappling et en lutte, mais aussi en pied-point, box style et tout ça. La grosse partie de mes combats, c'était en MMA. À une période où le MMA n'était pas forcément bien organisé et on prenait ce qu'il y avait puis T'as on t'as faisait commencé, t'as commencé quoi en premier en compétition? T'as commencé le MMA ou, enfin, je sais pas si t'avais fait des compètes en JJB ou pas. Enfin, est-ce que t'avais fait des compètes non. de sol avant le MMA ou c'est d'abord le MMA et après le Alors, sol? ouais, tout de suite, en fait, la première compétition que j'ai fait, c'était de sport de combat. C'était à l'époque, il y avait des compétitions de penchak silat dans ma ville. Et en étant plus jeune, j'ai fait du penchak silat, mais c'était pas du truc self-défense. C'était un peu Ah, comme, ok, c'était un peu comme du sanda, si tu veux. Sauf qu'il y avait pas les d'accord. coups de poing au visage, mais il y avait les coups de pied, il y avait les amener au sol et tout. Et de là, je suis parti au Pancras à Paris, chez Loïc Pora. Et c'est là que j'ai fait plein de compétitions en amateur. Alors là, le nombre, je me souviens Là où même plus. c'est à ce moment-là où c'était la French Connection ou pas encore? Non, ça, il y avait déjà la French Connection, bien, mais je l'ai intégré. Après, j'ai fait au moins une vingtaine, une trentaine de combats amateurs. Et ça, alors là, pour la petite histoire, c'était casse-pipe, hein. Ça, c'était des trucs, on allait se péta, soit en bas du Cagine, dans un ring, soit on allait se taper à Montrouge. Pour ceux qui connaissent Montrouge, clin Ouais, d'œil ouais, bon, à Daniel Cognam, voilà. Et ensuite, il y avait aussi les combats de chez Charolais, Jean-Noël Charolais, qui étaient des combats de hmm. pancras, voilà. Et donc, j'ai fait presque une vingtaine, trentaine. Et après, j'ai intégré la French Connection pour combattre en MMA. Premier combat, c'était en Angleterre. Puis après, j'ai déroulé, Attends, j'ai tout à combattu l'heure, dans tu nous plusieurs as pays. dit que tu as fait entre 30 et 40 combats. C'est 30-40 Ouais. combats en pro seulement ou Ah, 30-40 combats en tout, amateur et pro confondus? ah non, 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 c'est juste en pro, ça. Ça, c'est juste en pro. Ah ouais, donc tu as fait Ouais, ouais, il y a plus de quelques-uns qui sont pas sur 70-80 Sherdog. combats. Bah, Ok, ouais. plus, ouais, ouais, ouais. Et Putain. du coup, ouais, ouais, ouais. Du coup, mais franchement, je me suis pas trop blessé, hein, ça va. Je touche du bois, je suis content, ça va pas. Il y en a qui ont fini plus mal que ça, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Et puis en même temps, parallèlement à ça, plein de combats de grappling et quelques combats de lutte et quelques combats de pied-point. Donc j'ai un peu roulé ma bosse dans tous les styles. Et maintenant, je donne des cours au NR Fight à Paris pour les pros et aussi pour les amateurs en MMA, lutte à livre et Muay Thai le mercredi soir. Donc ça me Ouais, permet et je travaille à la Fédé 2 MMA. Voilà. ok. Et
pourquoi à un moment t'as été... Enfin bon, dans le milieu, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je te connais comme un mec du MMA, mais plutôt spécialiste du sol, tu Mhm. vois. Même si je sais que en pied-point, enfin bon, je sais que tu es très complet en MMA, mais c'est vrai que moi j'ai une vision quand on me dit Johnny Frachet. Si je dois prendre Johnny Frachet en MMA, bah, je sais qu'il faut plutôt éviter le sol. Mais toi, tu te considères comme quoi? Comme un combattant complet ou un combattant où ton objectif, quoi qu'il arrive, c'est toujours d'amener au sol et d'essayer de terminer au sol. Parle-nous juste vite fait un petit peu de ta De relation ça, ouais. avec le combat au sol, ouais. Plus croire en mon sol dans tous les combats, c'est-à-dire que continuer à travailler tout, mais dans ma tête me dire de toute façon le gars faut que je l'amène au sol et Ouais. où faut que je le lutte et que je l'amène au sol et que je sois en top contrôle parce que même contre des mecs forts, le combat serait resté plus souvent en ma faveur. Des fois quand tu combats en MMA, tu te dis, ouais, tu commences à être un peu bon en pied-point et tu te dis, bah, je vais rester debout. Mais Ouais, c'est pas c'est une erreur, et ça. même tu combats un petit peu en pied-point et tu perds ton truc. Alors qu'en fait, le pied-point, il va te servir à faire des dégâts pour te faciliter l'amener au sol. Et juste, même si tu finalises pas le mec, tu peux l'amener au sol, le contrôler contre la cage et tout ça. En gros, j'aurais voulu, en tout cas maintenant je me considère parce que je continue à tourner en sparring et tout ça, quand même être quelqu'un qui combat dans la courte distance, c'est-à-dire plus des luttes à la soumission et tout ça, quoi. Voilà, ça serait Ouais, ouais, plus ma ouais. spécialité. En top contrôle, D'accord. rester dessus, frapper et finaliser. Tu trouves que c'est une erreur un petit peu, enfin moi en tout cas de l'extérieur, c'est ce que bon, j'ai fait un combat de MMA, j'ai dû pratiquer même pas un an de MMA, un petit Mais niveau, entre parenthèses, Nicolas Régnier se retire invaincu du MMA. Il a une carrière, il a comme Khabib, invaincu. comme Comme Khabib. Khabib. Voilà. Et putain, tant mieux, heureusement. Et oh, tu m'as fait perdre ma question. En plus, c'est intéressant ce que je voulais Ouais, dire. Ah oui, c'est une c'est ça. erreur, c'est une erreur. Ouais, non. Alors, en fait, moi, donc de ma petite expérience, de ce que je vois, tu vois, souvent, je vois des mecs qui sont spécialistes du sol, qui vont se mettre en MMA Hmm. et qui veulent partir à la bagarre debout, quoi. Et je trouve, pour moi personnellement, je trouve que c'est une erreur. Tu vois, si t'es spécialiste au sol, bah, 90% des gens en face de toi, ils seront pas spécialistes et du coup, normalement, tu auras l'avantage. Mais Hmm. est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, ou est-ce que c'est vraiment le truc? Non. Alors j'ai compris que de toute façon, il faut debout. De toute façon, c'est comme le service au C'est obligé, ouais. tennis. Si tu veux C'est que ça ça. commence, bah, tu es obligé de mettre un gauche-droite ou un jab ou peu importe pour casser la distance, etc., etc. Mais je trouve que trop souvent, les mecs, voilà, ils veulent trop faire du pied-point alors que bah, leur spécialité, c'était le sol, quoi. Toi, c'est quoi ton avis un petit peu là-dessus? Est-ce que c'est une erreur, c'est pas une erreur? Est-ce que j'ai tort, j'ai pas tort? Alors là, il y a un truc qui est intéressant et pour faire rapide, pour pas rester à trop aller dans les Ouais. détails, mais en fait, c'est que tu peux être très bon au sol en compétition de grappling, mais pas bon au sol en MMA. C'est-à-dire, le sol de MMA, il commence à être différent du sol Non, mais alors de l'UTA. juste pour compléter ça, enfin, moi, c'est tout ce que j'ai ressenti dans mes entraînements. Franchement, j'avais même pas l'impression que j'étais un mec du sol, quoi, parce qu'en fait, les mecs, ils ont pas du tout les mêmes réactions, en fait. C'est-à-dire C'est que ça. en Luta, en JB, bah, si tu fais une rentrée dans les jambes, t'as vraiment ramené le mec au sol et que t'as stabilisé 3 secondes, t'as marqué tes points. Normalement, le mec, il cherche plus à se relever. Donc, t'as pas en fait, il y a des réactions que t'as pas en luta et inversement. Et du coup, bah, en fait, tu vas pouvoir essayer d'utiliser ce que tu as appris en lutte à livrer ou en JB, peu importe, en MMA, mais comme c'est pas les mêmes réactions, bah, tu l'as pas encore vraiment travaillé, quoi. Hmm, Donc, ton c'est corps, ça. il est là pour ça. Il va pouvoir faire les contrôles, attraper le mec, etc. Mais donc ton corps est prêt, mais techniquement et stratégiquement, ton corps il est pas, enfin ton cerveau plutôt, il est pas vraiment prêt quoi. Enfin si c'est ça, C'est ça. si ça Ben, peut. en fait, tu sais, le sol, il va pas être utilisé de la même manière en MMA qu'en grappling. Et déjà, juste pour dire, dans les règles IBJJF, le sol est différent de la DCC. C'est pas exactement les mêmes temporalités. Par exemple, en MMA, il y a deux gardes, en gros. Il y a la garde fermée, la demi-garde, après avec des déclinaisons. Et ton adversaire, s'il n'arrive pas à te renverser, ce qui est très difficile,
à renverser quelqu'un en MMA, très difficile parce qu'il y a les frappes. En gros, il va vouloir bloquer ou se relever. Mhm. Les gars, ils n'hésitent pas à donner leur dos pour se relever, tu vois, ou maintenant ils ont un système pour de plus en plus pour se relever. Donc en gros, sur un combat de 5 minutes, sur un round de 5 minutes, déjà, jamais tu passes 5 minutes au sol. Jamais. Ouais. Jamais. Tu vas passer beaucoup de temps à contrôler ton adversaire au sol et ensuite à le frapper, essayer de le contrôler. En grappling ou dans toutes les soumissions, en luta ou dans les styles, même si la DCC, ça commence à ressembler un peu à ça, Mhm. euh, tu passes plus de temps contre un adversaire qui va contre-attaquer, qui va t'attaquer, à défendre. Tu as plus de temps pour temporiser, je trouve. Donc déjà, le Ouais. cardio, il est différent. Tu es fatigué. Donc en gros, tu te retrouves, tu es bon en compétition de grappling, tu es un peu bon en lutte, tu es un peu bon en pied-point. Tu arrives en combat de MMA, tu crois que tu es un mec du sol, mais en fait, tu es un mec du sol des compétitions de grappling et pas de MMA. Et donc tu te dis, Ouais. bah vas-y, je vais boxer parce qu'en fait, tu mets pas de mots dessus au début parce qu'il y a personne qui te le dit ça. Mais tu te dis, bah j'amène le mec au sol, il se relève, j'amène le mec au sol, il est trop casse-pipe, je suis fatigué, maintenant je peux plus rien faire. Donc en gros, Mhm. là ce que je voulais dire, c'est que bah parfois, tu te dis, j'aurais un peu plus de chance à boxer parce que mon sol il est pas adapté. Par contre, si tu as un sol vraiment adapté au MMA, c'est-à-dire que tu fais des rounds de MMA avec la Mhm. réalité du MMA où le gars il se relève, etc., etc. Là, avec torse nu, parce que torse nu et avec Ouais, crash guard forcément, déjà ça c'est change aussi, ouais. différent, ça change de ouf. Contre la cage, le gars il se relève et tout. Et du coup, Ouais. si tu mets les rounds et que tu viens un expert là-dedans et que tu arrives à tenir des 5x5 avec un partenaire différent tout le temps et que tu arrives Ah ouais, à ouais. pas prendre de coups, et ben là, tu commences à dire, ouais, ma stratégie, c'est plus intéressant que je la mène au sol. Donc, Et qu'est-ce qui fait pour toi, sol, qu'est-ce ouais. qui fait pour toi qu'un mec, parce que toi tu nous as dit, ouais, en gros un mec du sol, ça va être difficile pour lui de garder vraiment le combat au sol, je sais pas, 5x5 ou peu importe. Et qu'est-ce qui fait que pour toi, tu vois, des mecs comme, je sais pas, bon, celui que tout le monde va connaître, c'est De Oliveira, tu vois, qui arrive à vraiment, dès que le combat il est au sol, franchement, c'est terminé, quoi, tu vois. Il y a lui, il y en a d'autres aussi. Il y a Michael Chiesa aussi, qui est pas mal au sol. Tu as Vincente Luque aussi, qui est très Mhm. fort au sol. Gilbert Durigno, mais bon, maintenant, lui, il est chaud aussi bien debout qu'au sol. C'est quoi un peu ton avis là-dessus sur c'est quoi la différence entre ces mecs-là, pour toi, entre ce mec qui est chaud déjà au sol, donc sans les frappes, sans rien, qui arrive au MMA, qui arrive à être chaud au sol en MMA, et un autre mec qui essaye quand même de faire du sol, mais bon, genre, je ramène le mec au sol, putain, il se relève. Je ramène le mec au sol, je suis dans sa garde, j'arrive même pas à travailler les frappes, j'arrive pas à passer sa garde. C'est quoi, toi, la Mhm. différence entre voilà, le très bon et le moyennement bon, quoi? En luta, dans toutes les formes de combat au sol, hors MMA, tu peux te permettre de travailler sur des parties du corps isolées. C'est-à-dire, genre, que sur les jambes, que sur le haut du corps et des trucs comme ça. Et du coup, tu donnes de l'espace à ton adversaire. Donc, Mhm. parce qu'il va pas forcément se relever, parce que lui, il va jouer le jeu. Il va travailler sur des parties de ton corps, etc. C'est un peu plus isolé. Alors que en MMA, si tu n'as pas un style, le point commun de tous ces mecs-là, c'est qu'ils ont un style où ils vont contrôler tes hanches et tes épaules. Toujours tes hanches et tes épaules, ils vont être au sol. Et deuxième truc, ils vont viser le dos. C'est-à-dire que Ouais, ils visent tous le dos. Troisième, quand tu es sur le dos, ils ont une garde comme forte, très très même fort. aujourd'hui, même en JJB, lutte à livrer, on va dire 80% des mecs, ils visent le dos, quoi. Tout le monde essaie d'aller chercher le dos parce que tu as un vrai contrôle assuré et que t'es pas en danger, quoi. Tu sais, en boxe, ton adversaire, il aura toujours les pieds au sol. Si tu lui enlèves les pieds du sol, il peut pas boxer. Au sol, tu peux faire toutes les techniques du monde que tu veux. Le corps humain, il est pas fait pour défendre le dos. Tes bras, ils peuvent pas combattre. Donc, si tu vises le dos, déjà, c'est un bon point. Ensuite, regarde, quand quelqu'un se relève, quand tu es sur le dos et que tu veux te relever, il faut que tu te tournes. Tu peux pas te relever en restant sur le dos. Donc, c'est tes hanches. Si tu as un style un peu à l'ancienne, tu sais, les Carlson et tout ça, les styles où ils avaient un top game de ouf, ils contrôlaient l'épaule opposée et la hanche opposée. Tous ces côtés-là, ils restent au sol. Tu te relèves pas, ils vont te péter la gueule. C'est ce que Khabib Hmm. fait et tout. Donc, des styles un peu, je sais pas comment on pourrait dire, je vais pas dire à l'ancienne, mais des styles qui vont avoir un top game, une pression au-dessus forte et qui Ouais. arrive facilement à passer sur le dos. Et deuxième truc, une garde fermée très très forte.
collés. C'est-à-dire, ils arrivent à avoir dans ta garde fermée, à te coller, comme ça. En grappling, tu peux être champion dans toutes les formes en luta, en grappling, en JJB. Ouais, Tu peux y a être pas ce champion du truc-là. monde. Tu peux être champion du monde sans avoir de garde fermée. Tu peux. Par contre, en MMA, si t'as pas de garde fermée et que t'es sur le dos, tu vas avoir un vrai problème. Donc, Hmm. déjà, tu vois, il y a des particularités. En fait, les priorités, elles sont différentes. Euh, Par exemple, si ta priorité c'est de travailler sur les clés de cheville et toi tu es un combattant de MMA, sauf Imanari, franchement, c'est pas bon. Non, c'est pas Si ta bon. Ouais. priorité c'est de prendre le dos, ça, voilà, en fait, c'est pour faire rapide, c'est pas les mêmes priorités et aussi Hmm. les mêmes timings. Tu peux pas exploser autant. En MMA, tu peux pas exploser autant. Ça doit être comme si tu montais à la corde. Tac, tu cloues ton adversaire au sol, tu passes, tu cloues, tu passes, tu cloues, tu frappes. C'est une galère. En plus, il y a un autre truc, l'arbitre il relève. Donc faut que tu aies une pression, mais faut que tu sois efficace. C'est pour ça que tu as de moins en moins de mecs qui passent la garde. Ils prennent une demi-garde et te pètent la gueule. Toi, tu réagis, ils passent et ils prennent le dos. Voilà, donc en gros, Ok. c'est deux sols différents. Ok, ok, bah, c'est intéressant. Enfin, peut-être qu'on se fera un autre podcast Un sur podcast là-dessus, ouais. ce sujet-là, un peu parler de tout ça. Là, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, à ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour Johnny ou autre, des sujets que vous voulez qu'on aborde. Bah, on fera ça Venez au avec NR plaisir dans un Fight autre. et venez faire un cours au NR Fight et vous pourrez, après le cours d'essai, poser vos questions. Non, je rigole. Non, mais n'hésitez pas, on peut essayer de répondre ça et à ça et puis de mettre ça sur YouTube avec plaisir. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'était moi ce que je voulais, le sujet dont je voulais qu'on parle, c'était le fait de changer de club. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'on est un traître, on n'est pas un traître? Bon, bah, toi, tu as changé plusieurs fois de club. Moi, je suis un crayon dans l'âme. Moi, j'ai changé de club, oui et non. Bon, on va pas revenir sur le sujet, mais voilà, j'ai pas. Maintenant, aujourd'hui, je visite beaucoup de clubs, donc peut-être qu'aussi ça aussi, c'est un truc qui est pas forcément toujours bien vu, surtout quand tu viens plusieurs fois dans un même club, mais que bon bah tu représentes pas le club, etc. Donc on pourrait aussi en parler. Mais voilà, déjà, bah, Hmm. pour commencer, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus sur euh, déjà, moi, je suis quelqu'un, j'ai commencé les sports de combat, ça fait déjà 1 an que je suis dans le club, mais bah, ou je progresse pas, ou je suis pas heureux, voilà, ma pratique, elle est pas saine, je sais pas, mon groupe, il est pas sain, etc. Euh, Tu me conseilles de changer, de rester, de persévérer, c'est quoi comment tu vois les choses, toi? Alors, le premier truc, je pense, c'est qu'il y a des red flags, des no-no. C'est-à-dire s'il y a ça, il faut partir. Par contre, s'il n'y a pas ça, il faut rester. Il y a quoi? C'est si le coach, il arrive, il est jamais là. Genre, c'est jamais lui, c'est quelqu'un d'autre qui donne les cours. Bon, à part s'il est malade et à part s'il est en compétition, c'est une période de compétition. Si tu Et à regardes, part et à part si le remplaçant est meilleur que le prof, et ouais, meilleur ou si le remplaçant professeur. il est bon, voilà, c'est ça. Mais sinon, s'il est pas là, si euh, l'ambiance elle est pas bonne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, tu te blesses souvent, les gens se blessent souvent, très très souvent, je parle, hein, tu vois. Et Mm. puis personne vient te corriger ou personne vient jamais t'as aucun moment pour toi, tu vois. Ça, c'est des red flags. Et ensuite aussi Alors attends, regarde l'ambiance. ça, juste celui-là, quand tu vas t'entraîner chez Danaher, les seules personnes qu'il va corriger ou qui va dire Great C'est job, vrai. c'est Gary Tonon et Gordon Ryan. C'est pas Ouais, pour mais il autant que c'est corrige un d'une mauvais. autre manière. Il y a différentes manières de corriger. En fait, il arrête le cours, il remonte la technique. En fait, moi, c'est ce que je fais Hmm. beaucoup aussi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que il y a des corrections. Il y a des mecs, ils ont besoin d'une correction spécifique à certains niveaux. Et sinon, c'est une correction globale. Parce que quand tu as des Ouais. erreurs qui sont... Donc lui, il y a deux méthodes. Lui, il fait beaucoup ça, tu vois. Mais je veux dire, si Je tu t'ai sens repris, jamais je t'ai que... repris parce qu'en fait, souvent, bon, on va trouver la facilité, on va toujours penser que le problème, c'est le prof. Ouais, c'est Et ça, vrai. on a souvent cette facilité-là à dire tout le temps, ah, mais je suis une merguez, c'est à cause du prof. Ah, je suis ça, c'est à cause du prof. Alors que Non, non, je sais pas, 70% peut-être des raisons, ce sera personnel, quoi. C'est à cause de c'est nous. clair. Donc, faut pas toujours chercher à remettre la cause sur le prof. Et une autre chose aussi, parce que des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, soit en message privé, ou je reçois des messages du club et tout. Ah, sur quel tel cours je suis allé, le prof, il me corrige pas. Non, non, non. Mais en fait, c'est un cours collectif. Il y a
alors je parle pour le club pour les clubs de Paris, mais je pense que ça va concerner à peu près Tous les clubs, 99% des bien clubs en sûr. France. Mais quand il y a 20, 25, 30, 40 personnes sur le tatami, le professeur, il peut pas passer pour aller voir chaque personne. Non, D'accord? C'est pas possible, sinon il faut prendre un cours particulier. Là, le professeur, il vous corrigera. Mais l'autre truc aussi, c'est que vous êtes en cours collectif, il y a un professeur, il est là pour vous guider, mais il n'est pas là pour vous donner la main, quoi. Il est là pour vous guider, vous donner un peu des repères et essayer de vous aider à progresser, mais il peut pas être là pour main dans la main, allez, je t'emmène vers là-bas, quoi. C'est pas possible, ça doit être une démarche personnelle. bien Enfin, voilà, sûr, je voulais bien juste sûr. compléter un peu ce que tu disais, parce Non, que quand je dis ça, des fois, les c'est gens, genre, ils en fait, aiment bien interpréter les mots oui, oui. pour eux-mêmes, tu vois. Non, ce que je voulais dire, c'était, en fait, c'est tu sens que il corrige personne. En gros, il s'arrête pas, il corrige jamais personne. Il redonne, en fait, il monte sa technique et il s'assoit, il est sur son téléphone. Voilà, c'est ça. Ouais, Le ah gars, ouais, voilà, voilà. c'est ça que je veux dire, en fait. C'est plus ça. C'est-à-dire, il monte la technique et puis il s'en fout de tout le monde. Et voilà. Il y a plusieurs méthodologies et ensuite, ben, s'il y a beaucoup de blessures, si l'ambiance ne te plaît pas pour des raisons de valeur, tu vois, des raisons de valeur et tout ça, à moins que ça soit t'aies des valeurs vraiment particulières, mais je sais pas si c'est un milieu un truc que t'aimes pas, voilà, il faut que l'écosystème, tu te sentes bien déjà avec les valeurs du club, etc. Ça, c'est les grands trucs. Après, si ton coach est un bandit ou si c'est une association de malfaiteurs aussi, il faut se barrer, tu vois. Ou alors, par exemple, si c'est une meuf et tu te rends compte que le coach, il est tout le temps sur ton dos, il te dit des trucs, c'est limite Ah ouais, et ça. tout ça, ça, c'est un Ça, je voulais délire, en tu vois. parler. Ça, enfin, je pense que je ferais venir une des fight girls, là, une des NR Ouais, fight girls sur le podcast pour discuter un peu de ça, parce que c'est vrai que nous, enfin, j'en parle de temps en temps avec Marie Loiseau, qui est l'une des combattantes qui représente NR Fight, mais qui aussi encadre des cours féminins au club. Et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte. Il y a des mots qu'on peut avoir ou bon, il y a des choses qui peuvent être vraiment améliorées dans notre milieu pour faciliter l'accès à ce milieu aux femmes. de ouf. Surtout pour, il y en a certains, ah, mais les femmes et tout machin. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des championnes, donc femmes, que d'avoir des champions donc chez les hommes. Le niveau chez les femmes, il n'est pas encore très élevé. En lutte à livrer, quand même, si, je trouve c'est pas C'est mal. ouais. MMA aussi, quand même. Mais c'est plus facile de rattraper le top niveau ou même d'avoir un Mhm. niveau vite international chez les femmes. Donc, pour un club, c'est toujours intéressant de pouvoir briller à travers une fille, une femme. Voilà, juste pour donner un intérêt, mais il y en a beaucoup, il y en a plein d'autres et c'est très intéressant. Puis c'est aussi un autre public. Enfin bref, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder prochainement Ouais, dans un c'est podcast. intéressant, mais Il y a c'est, des ouais, filles ouais. qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions là dans les commentaires et je les poserai à Marie ou à peu importe une autre fille, Mhm. ça peut être Mathilde aussi ou autre, ou Alexandra aussi, Tekena qui va combattre bientôt au Ares. Enfin, on en a plein, Laetitia Blott aussi, on en a plein. Ça pourrait être vraiment intéressant. Peut-être même pourquoi pas faire un truc à plusieurs comme ça là en podcast, Ça ça va peut être être le bien. bordel. Si tu fais venir toutes les filles, Eva et tout ça, laisse tomber. Je sais, je sais. Même si c'est pareil, si tu faisais venir tous les combattants, ça ferait la même, hein. Tu sais, tous les hommes, ça serait même Bon, bordel. ça Euh, passerait une heure à se charrier et faire que des blagues. du coup, ouais, Bon, donc à part ces points-là de sécurité, d'ambiance, de valeur, de respect, euh, franchement, dans les arts martiaux traditionnels, on dit ça. On dit, fais au moins 3 ans dans ton club, monte ton niveau, 2 ans dans ton club, monte ton niveau, regarde comment le club il fonctionne, vois ce que tu peux aussi lui apporter au club. Ça, c'est important aussi. Toi, ce que tu peux apporter, si par exemple, si c'est pas ton niveau, c'est juste ta présence. Si t'as pas un super niveau, viens. T'es blessé, viens regarder le cours. Tu veux pas combattre, t'es fatigué, viens aider les partenaires. Et il y a un autre truc aussi. S'il y a quelque chose qui va pas, avant de se barrer, va voir le coach et tu lui dis, ouais, sauf si c'est c'est un important. teubé et qui veut pas répondre, mais en fait, s'il n'y a pas cet échange, enfin, au club, je sais qu'on encourage beaucoup les gens à faire ça, tu vois, à dire ok, ben vas-y, on va adapter. Bien sûr, on va pas perdre l'âme du cours. Tu restes toi-même, mais il y a des fois des toutes petites adaptations, des petites évolutions, ça change tout, tu vois, pour la personne. Et Ouais, des fois, juste pour compléter ça, alors c'est pareil, j'ai des gens qui viennent me parler et qui me disent, ah, mais moi, je suis en province, il y a qu'un tout petit club, le prof, il vient, il fait pas grand-chose, enfin, voilà, peut-être que le prof, il est pas super motivé parce qu'il voit qu'il y a pas beaucoup d'élèves, il vit dans un village ou autre, machin. Et
ça, c'est un truc aussi. Bon, déjà, j'essaye de faire en sorte que la personne, elle se motive elle-même, parce que moi, j'ai déjà vu des gens devenir super bons en étant tout seuls dans leur campagne. Un exemple, ça peut être Purple Bell Kitchen, par exemple. Donc, Julius, qui habite dans un village à côté de la Suisse et qui s'entraîne tout seul dans son garage et qui fait venir des ceintures blanches de son village pour essayer de s'entraîner avec eux, etc. Bon, et bah, quand je tourne avec lui, c'est la guerre, quoi. Il a un très bon niveau et il s'est formé un peu tout seul. Donc, c'est possible. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment intéressant, ça. C'est n'hésitez pas à aller discuter avec votre professeur. Moi, combien de fois, enfin bon, je pense que j'essaie vraiment d'être quelqu'un d'abordable, d'accessible, pour que les gens viennent me parler et me disent quand il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que c'est un peu pareil au club. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, bah, il vient nous voir, il nous en parle et puis on en discute. Des fois, c'est la personne elle-même qui n'a pas le bon mindset, mais des fois, c'est aussi nous. Et des fois, même si Mm. vous parlez avec votre professeur, enfin, c'est comme quand vous parlez, je sais pas, avec votre femme, il y a un problème, vous en discutez, ou des fois, ça peut s'énerver sur le coup, ou ça peut être non, mais tu me dis n'importe quoi et tout. Puis en fait, ça reste quand même là. Et au bout Ouais. d'un jour, une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, peut-être un an, et ben, la personne, si elle n'est pas bête et qu'elle reste ouverte, Mm. bah, elle va prendre conscience du problème et elle va se dire, bon, c'est vrai. C'est vrai. J'ai ouvert un club, je suis professeur, il y a des gens qui viennent s'entraîner chez moi, même si c'est gratuit, bah, c'est ma responsabilité. Il faut que je prenne vraiment ce travail au sérieux parce qu'il y a des gens qui espèrent, qui attendent des choses de moi. Donc voilà, j'invite tous les professeurs à vraiment prendre conscience de ce travail, quoi. Que c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas un truc, ah, c'est kiffant. Les gens, ils viennent, ils apprennent avec moi. Ça me donne un petit peu d'importance. Des fois, on fait un travail qu'on n'aime pas. Et du coup, ça nous permet un petit peu de garder un petit sourire sur notre visage quand on y va et Ouais, c'est qu'on va vrai. donner le cours. Mais par contre, il faut prendre le truc au sérieux, quoi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui comptent sur nous pour ça et c'est vraiment, vraiment important, quoi. Et je pense que plus de professeurs prendront ce travail au sérieux et plus le milieu grandira grâce à ça parce que bah, c'est comme dit Fabio Gurgel, c'est euh, plus il y a de personnes ou plus il y a de professionnels qui vont être sérieux dans leur taf et qui vont proposer des cours de qualité et moins les gens vont arrêter de pratiquer. Parce que un Mm. exemple le plus facile des exemples, c'est en pied-point ou en anglaise. Ah, je veux commencer l'anglaise. Je vais dans un club, je me fais tartiner pendant 1 heure. Bah, il y a 1% des personnes qui vont vouloir rester. Le reste, ils vont s'en aller et ils vont plus jamais vouloir faire de boxe anglaise. Donc, c'est dommage parce que c'est des gens qui sont intéressés à la base. Et si on avait apporté du contenu adapté pour eux et les accompagner dans leur évolution, bah, peut-être qu'ils seraient devenus un des piliers du club. Donc, C'est faut vrai. pas oublier ça. Et euh, je pense que c'est important voilà, du Bah, professeur de prendre cette conscience et de travailler pour proposer des cours de qualité. c'est clair. En plus, tu sais, dans le sport, en général, mais que ce soit la luta ou d'autres sports, souvent les gens, ils le voient que par le biais de la compétition. Et du coup, ils ont une méthode qui est compétitive, tu vois. C'est-à-dire, c'est que euh, il faut que tu déglingues tout en compétition. Sauf que maintenant, les sciences de l'entraînement, ils montrent que si la personne ne se sent pas bien, après se sentir bien, ça veut dire plein de choses. Hein. Tu vois, c'est différent pour tout le monde. Il y en a, ils vont kiffer, ça dépend. Si la personne, elle n'est pas dans un écosystème qui lui plaît, qui va être favorable à son développement, elle va pas rester longtemps. Elle va pas pratiquer longtemps, même si elle a des bons résultats. En fait, il y a des gens, même s'ils ont des résultats, au bout d'un moment, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, au bout d'un moment, ils vont arrêter. L'exemple du boxe des sports de percussion est hyper intéressant. En France, c'est rare les mecs qui, après 40 ans, continuent à avoir une pratique sérieuse des sports de percussion. Il y a multiples raisons, c'est multifactoriel. Il y a plein de trucs. Ouais. Par contre, en judo, tu as des gens qui restent jusqu'à 50, 60 ans. Tu le vois aussi en lutte un peu moins, mais en tout cas en judo, oui. Ah, un peu Dans moins en d'autres lutte quand sports, même, hein. ouais. T'as d'autres sports où les gens ils continuent à s'entraîner super longtemps. Du coup, tu vois aux États-Unis, par exemple, les gens qui font de la boxe anglaise, ils continuent la boxe anglaise, ils continuent à s'entraîner parce que tu as différentes dans le même cours, alors que c'est un cours de groupe. L'enseignement est compartimenté différemment, quoi. Enfin, les cours va être Mais vraiment en différents. plus, par exemple, la France, la population des sportifs, elle est vieillissante.
Si tu proposes pas quelque chose pour que des personnes au-dessus de 40, 50 ans, ils puissent s'entraîner, c'était pas un bon prof. En fait, tu es un prof de compétiteur. Tu as des profs, c'est des bons profs pour euh, les, les cours particuliers. Tu as des profs, c'est des bons profs pour les compétiteurs ou les gens Ouais, qui sont à visée compétitrice. Mais un cours de groupe, tu dois faire un bon cours, un petit peu qui soit, on va dire, générique, qui doit être bon pour tous ces publics-là. et, Parce que sinon, et bah, c'est pas un bon cours. avec la Fédé de MMA, il y a des projets un petit peu là-dessus ou pas? Ou qu'est-ce que. Ouais. Bah ça, c'est une priorité. En fait, justement, tu nous lances sur quelque chose d'intéressant. C'est le sport pour tous. En fait, le sport pour Ouais, tous. Mais le sport pour tous, c'est pas un préjugé. C'est pas dur. Pas un préjugé. C'est pas pour c'est diminuer pas le truc. Je vais pas dire péjoratif, moins de, c'est pas. c'est pas Ouais, péjoratif. Sport pour ouais, tous, ça veut dire sport de qualité et sécuritaire, sécurisé pour c'est ça. tous. C'est ça que ça veut dire. Ça Ouais, veut c'est pas ça, dire que c'est je ça. fais de la moindre qualité. C'est pas, tu vois. Mais du coup, donc c'est ce qu'on. Après, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce qu'on propose en fait. C'est ce qu'on propose dans nos formations et tout. Mais pour revenir à ta D'accord. question, du gars qui change de club, je pense que la plupart du temps, très très souvent, à part cas extrême, c'est souvent le mec qui est pas, enfin le mec ou la fille ou on va dire la pratiquante qui est pas souvent il a pas le bon mindset. C'est-à-dire que, et Ouais, c'est ça. ça c'est à titre personnel, c'est ce que je pense moi. C'est pas, Ouais, je mais, parle pas en mode ouais, plus un air ça va fight et ou quoi que ce soit. plus c'est ce que je pense aussi. Mais même dans tout en vrai. Mais encore ce matin, je regardais une vidéo C'est là-dessus que là-dessus, j'allais c'est revenir. Ouais. mindset is everything. Et c'est vraiment ça. C'est C'est tout. le mindset, c'est tout quoi. Et en fait, tu vois, je regarde, moi j'ai des élèves. Moi, je suis parti m'installer au Brésil. Des élèves qui sont devenus ceinture bleue, violette, marron, noire. Et je les vois qui s'entraînent beaucoup moins qu'avant. Et en fait, je pense que ce sport, il est tellement passionnant. Alors là, je parle de la lutte à livrer ou même du JB. C'est des sports qui sont tellement passionnants au début, qui nous piquent tellement que au début, on va s'entraîner comme des malades. On va s'entraîner comme des malades et puis on va avoir limite un objectif compétition, quoi. C'est limite compétition à l'entraînement. C'est limite, j'ai envie. Même s'il ne faut pas de compétition, c'est quand même, ça reste quand même de la compétition et de vouloir C'est se clair. dépasser, tu vois. Et en fait, au bout du moment où le mec il commence à être gradé, il commence à moins se faire soumettre à l'entraînement, il commence à soumettre un peu plus de monde, il commence à plus se faire trop dominer, et ben en fait, il a du mal à derrière à changer son mindset et à se dire, ok, c'est quoi maintenant mon objectif? Et en vrai, je le vois beaucoup ça, en France surtout, au Brésil je le vois pas trop, aux États-Unis non plus, mais c'est un truc que je vois beaucoup en France du mec, bah voilà, ah je suis ceinture noire, bah ça y est, maintenant je vais m'entraîner vraiment comme un loisir, plus, tu vois, une fois, deux fois, de temps en temps, alors qu'en fait je pense que c'est ça, c'est les gens, ils n'arrivent pas à se fixer d'autres objectifs parce qu'en vrai, ce sport, tu as tellement de choses à apprendre, tellement de choses à voir, et puis tu as tellement de profils d'adversaires que même si tu qu'une seule technique, il faut savoir la placer à tout le monde. Enfin, ouais, et en vrai, c'est ça, quoi. C'est le mindset, c'est vraiment la clé, quoi. Et je pense que justement, sur le changement de club, bah, c'est souvent ce qui fait défaut. Et je pense qu'aussi, euh, on a peur de se laisser trop, on a peur de se laisser guider. Moi, c'était un truc que j'adorais bah, quand j'étais chez Flavio. C'était une chance de pouvoir me faire guider par un mec ceinture noire qui avait de l'expérience et tout. Euh, mais dès que j'étais plus chez Flavio, bah, j'étais un peu livré à moi-même, quoi. Et du coup, j'ai dû essayer de trouver d'autres solutions pour progresser. C'était pas évident, mais c'était ça qu'il fallait, quoi. Et du coup, il faut savoir se laisser guider et il faut, bah voilà, accepter un peu de lâcher prise. Et même si c'est pas le prof numéro un du club qui est là, bah il faut se laisser aller. Et puis on est là pour en progresser, apprendre, et on peut apprendre avec tout le monde, etc., etc., quoi. Et puis quand on va faire les sparring, bah on se met des objectifs. Voilà, c'est ça aussi la différence entre une ceinture blanche et une ceinture noire, c'est que le ceinture noire, il va pouvoir se fixer bah, des objectifs un peu plus techniques, et il va pouvoir essayer de les appliquer avec tout le monde, quoi. Donc il faut essayer de garder un bon mindset et un mindset où on est capable d'apprendre avec tout le monde et pas forcément voilà, vouloir changer de club à tout prix ou partir, quoi. Ah, ouais, ah, pour ça, quand tu dis mindset, je pense qu'on peut éclaircir, pour préciser un petit peu. Déjà, les gens, que ça soit, même moi, hein, je dis les Mhm. gens, mais je me mets dedans les gens, hein, même maintenant. Après, il y a des degrés.
Mais moi, j'ai changé beaucoup de clubs. Je vais parler de mon cas et mon retour là-dessus. Moi, j'ai changé beaucoup de clubs pour plein de raisons. Il y a parfois, c'est parce que mon entraîneur, il se barrait. Parfois, j'avais des mauvais résultats en compétition et je mettais ça sur le dos du club. Je me disais aussi, ah, dans mon club, il manque ça. On fait pas ça. Et du coup, j'allais dans le club qui faisait ça, mais dans l'autre club, je me rendis compte qu'il manquait tout le reste que mon club faisait premier. C'est mon premier Ouais. club. Ensuite, il y avait aussi un truc de ouf. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, je choisissais des trucs qui étaient irréalistes. C'est-à-dire, si déjà ton club, il est hyper loin de chez toi, il est loin, c'est 2 heures tous les jours pour y aller, Ah, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, tu puisses pas y aller tous les jours. Que tu y ailles 2 fois par semaine, certes, oui, c'est ouais, possible, ouais. mais y aller tous les jours et tout, ça va être dit, même si c'est une passion, au bout d'un moment, la passion, elle diminue un petit peu d'intensité et du coup, ça devient de la discipline et trop que de la discipline, bah, Ouais, tu peux ouais. pas vivre là-dessus. Donc, mais par contre, il faut se responsabiliser, c'est-à-dire se dire très tôt et dans la Discipliné, vie de tous les jours, responsabilité. Ouais. ouais, il faut se dire, ok, je vais faire ma Ah, c'est pratique, bien. je vais m'entraîner. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien? Bon, le cours, il me donne une approche générale, globale. Par exemple, tu vas au Nerfight et tu prends les cours, ok, niveau débutant. Ça me donne les cours débutants. J'en fais, je vais voir le prof et je me fixe des objectifs. Tu n'es pas de ne pas hésiter aussi de demander quels sont des objectifs réels que je peux me fixer moi-même. Comme ça te donne des deadlines et sachant que l'individu, l'être humain, quand il se donne des deadlines, il est pas dans le flow artistique et ça le motive, tu vois. Et tu vas voir ton coach, tu crées déjà une communication avec lui, tu lui dis, quel objectif peut me fixer? Bien sûr, pas dès la première séance, mais déjà, c'est quoi les 3 techniques que je dois maîtriser parfaitement? Voilà, tu dis ça. Au Mhm. début, qu'est-ce que ton coach, il va te donner ça et tu te dis, bon, si j'arrive à faire contre des mecs de mon poids, en De sparring mon niveau. et de mon niveau, déjà, j'ai passé un cap. Ouais, ouais. Ensuite, le deuxième truc, donc, se fixer des objectifs. Et la motivation, ça s'entretient. C'est comme une relation avec des individus, que ce soit de l'amitié ou avec une femme ou un homme ou n'importe quoi, ça s'entretient. C'est-à-dire que tu peux être motivé, mais il faut que tu trouves Ouais. ce qui te Ou motive. avec des poules. Ou avec des poules comme moi, ou mes chiens, ou tu vois ce que je veux dire, ou ce que tu veux. Et du coup, je pense que moi, ça, c'est une des clés qui m'a montré que un truc important, c'est savoir ce qui te motive. C'est-à-dire, il n'y a pas que la réussite qui me motive, il y a aussi l'ambiance, il y a aussi le rituel. C'est-à-dire, tu arrives au club, c'est con, hein, mais par exemple, tu as des nouveaux vêtements, tu es content. Tu casses la routine, tu viens avec ton beau short et ton beau rash-guard. C'est con, hein, mais tous les combattants, ils savent de quoi je Ouais. parle. Ils vont être contents, tu as envie de pratiquer avec. Tu vois, tu Ouais. arrives, je sais pas, moi, tu te dis, Non, tu donnes des l'exemple objectifs que j'aime bien donner, moi, c'est la musique que tu écoutes. de Genre, ouf. si t'écoutes la musique de Rocky avant l'entraînement, bah, t'as envie de t'entraîner. Si tu vas t'écouter la musique du Titanic, bah, t'as pas envie de t'entraîner, quoi, et ainsi de suite. Ça, Et même, il y a des, j'ai un peu parlé dans une autre vidéo, là, sur la motivation. N'hésitez pas à la checker. Elle est sur la chaîne YouTube. Ça peut peut-être vous intéresser. Et même, tu sais aussi, par exemple, maintenant on donne beaucoup de, tu sais, les gens qui ont des startups et tout ça, ils disent avant de commencer à travailler, j'ai un petit rituel. Après, j'ai un petit rituel pour me mettre dans le game, pour me mettre dans le bain et être productif. Une séance, c'est pareil. Enfin, un entraînement, c'est pareil. J'ai remarqué, par exemple, que quand je donne des cours, des fois, arriver un petit peu avant, juste 5-10 minutes avant, tu vois, et Ouais, préparer ça, et tu sais, se mettre dans le bain, par là, dis bonjour à tout le monde, viens, tu t'échauffes, tu te mets dans le game, tu te mets bien t'arrives à ton cours, t'es content. Tu vois ce que je veux dire? T'as ta petite ouais. bouteille, t'as ton truc. Tu sais, il faut que tu sois, faut être. C'est des trucs, en tout cas, moi que j'aurais voulu apprendre avant. J'étais un peu trop freestyle avant et j'étais consommateur, c'est-à-dire pas acteur. J'étais spectateur de mon entraînement. J'allais Ouais. m'entraîner, mais j'étais spectateur. Et quand, à partir du moment où on a plus de euh, Eric, comment ça veut dire? Comment on dit ownership en français? Ah, il dort. Ok. Bon, bref, quand t'as plus de responsabilités où tu te responsabilises plus et tu prends plus en main ton truc, eh ben, Mm. t'es acteur de ton entraînement. Et je trouve que, tu vois, entre guillemets, je pense que ça, c'est très français. Les gens, ils sont Ouais. hyper spectateurs de leur truc. Et c'est relou. Moi, je kiffe, par exemple, les filles, les combattantes pro. Je leur dis, mais dites-moi, Alex Tekna, tous les jours, elle m'envoie un état des lieux. Elle sait que je vais pas forcément répondre, même si je me force, mais elle me fait un état Ouais. des lieux. Je me sens fatigué. Qu'est-ce que je peux faire? Et quand elle est fatiguée, on a un type d'entraînement. Quand elle est un peu en forme, on a un type d'entraînement. Quand elle est hyper en forme, on a un type d'entraînement. Et du coup, Mm. on a une communication comme ça. Et nous, on kiffe parce que c'est proactif, c'est top. Donc, en gros, pas tomber dans l'habitude et être
pas être comme le mec de Functional Pattern, il dit là, de pas faire des entraînements habituels, mais faire des entraînements intentionnels. C'est-à-dire, tu vas te mettre dans les mains de ton professeur, c'est-à-dire tu suis son cours et tout, tu fais tout pareil, mais ce qui se passe au début, ce qui se passe à la fin, et aussi ta communication avec lui, c'est ta responsabilité. Faut que tu y ailles, il faut que ça soit productif, tu vois. Il faut que tu kiffes, et voilà. Je pense que ça, c'est des bons conseils pour motiver les gens et faire en sorte qu'ils optimisent. Pour éviter de se dire, ah, le problème, c'est mon club et il faut que je change de club, quoi. Alors que Ben, non, bien sûr, il y aura voilà, il y a plein de toujours, choses à mettre en place et il y aura toujours des problèmes n'importe où vous irez. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que un professeur qui vous a fait grandir s'occupera toujours mieux de vous qu'un professeur qui vous a récupéré. Toujours, toujours. C'est-à-dire qu'il y a ça c'est des sûr. liens qui se sont créés, quelqu'un qui vous a vu grandir, je sais pas, et vous a récupéré, vous aviez 12 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans, peu importe, et qui vous a vu évoluer vraiment, bah, il s'occupera, il y aura beaucoup plus d'amour, il y aura une relation beaucoup plus forte avec ce professeur-là qu'avec n'importe quel autre professeur que vous aurez après. N'importe quel autre. Et c'est pour ça que c'est souvent partir, ce n'est pas la solution. Vraiment pas. Et franchement, ça se vérifie. Je sais pas, je sais pas de stats, mais bon, ouais, 90% des fois, ça se Bah, vérifie c'est quoi, on pas. donne des Les mecs exemples. sont partis de leur. Bah, vas-y. Georges Saint-Pierre, Georges Saint-Pierre, Firas Zahabi. Après, je reviendrai sur Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, John Jones, de Oliveira. En France, On peut mettre Mansour qui? Barnaoui, Saladin Mansour Parnasse. Barnaoui, Saladin Parnasse, que des mecs comme ça. Et tu vois, les mecs, leur point commun, c'est ça. Après, il peut y avoir des cas où ton cadre, c'est pas le meilleur. C'est possible, c'est possible. Tu vois, ça se passe. Il y a l'exemple de Robbie Lawler, quand il est parti de la team avec qui il était, il a eu une petite phase de chute, et après, il est remonté à fond, à l'American Top Ouais. Team, etc. Ça arrive. Mais, en général, un truc aussi, moi, je vais donner un exemple particulier. Je m'entraînais avec Flavio à Nanterre. On faisait plus jamais de clés de cheville. C'était avant la mode des clés de cheville et tout ça. Et je lui dis, Flavio, pourquoi on refait plus des clés de cheville? Pourquoi on n'en fait plus? Ou par exemple, pourquoi on travaille plus jamais la garde fermée? Je suis sûr que ça pourrait nous aider. Même si on l'utilise pas, ça va nous Ah, aider parce qu'en mais compétition, parce que, mais parce ouais. que quand tu Ah, fais des clés mais de cheville, t'oublies complètement de passer la garde, donc t'es moins voilà. technique. Et après, c'est Je resté dans connais, je sa tête. connais. C'est resté dans sa tête et on a recommencé à retravailler les clés de cheville. Avant que ça soit la mode, hein, tu vois. Et Ah du ouais. coup, lui, il voulait pas trop. Et ce que je faisais, c'est que par exemple, 15 minutes après le cours, ou alors à la fin de chaque technique qui montrait, je faisais une transition sur une clé de cheville. Lui, il voyait ça, je lui demandais, je lui dis, Flavie, qu'est-ce que tu penses ça? Et du coup, progressivement, il y a un processus où lui, il intègre les trucs, ça redevient normal. Et donc, Hmm. quand tu as un bon prof, il a réintégré les clés de cheville. Et du coup, après, tu regardes à cette époque-là, on travaille grave les clés de cheville dans nos entraînements, on l'avait réintégré. Et du coup, le combattant, à part s'il est super débutant, et encore, et même comme ça, si ton entraîneur il est un peu ouvert, tu as aussi une responsabilité par rapport à ton groupe. C'est-à-dire que si tu sens qu'il manque quelque chose, dis-le. Tu vas pas dire ouais, je pense que ça tu maîtrises pas, c'est de la merde et tout. Hmm. Il faut le faire. Tu dis comment je pourrais le rajouter dans mon jeu. Je sens que j'ai besoin de ça. Tu vois? Ou est-ce qu'on pourrait le travailler? On pourrait Mais le après, il rajouter. faut quand même avoir un certain statut déjà au sein du club, tu vois. Oui, ça C'est, c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. c'est pas le petit, enfin, j'allais dire le petit ceinture blanche, mais c'est pas petit ceinture blanche, c'est le jeune ceinture blanche qui arrive et qui peut dire au prof. Donc c'est pour ça, Bah, faut quand même se laisser guider, les gens ils acceptent. mais se mettre Tu une sais ce qu'il y a, décision. Nico? C'est Ouais. que les gens, et ça c'est très traditionnel, c'est que maintenant, avec notre société où tout est rapide et tout ça, les gens, ils veulent pas faire leur classe. C'est-à-dire, Mm. et ça, c'est un truc, mais il faut le faire. On dirait que c'est un tabou de dire, bien sûr, t'as des Mérégali ou des mecs comme ça, en 3 ans, ça devient des tueurs. Certes, Mm. mais combien d'heures ils ont mis? Tu vois, et tout ça. Mais, et en fait, l'attention du prof, ça se gagne. Il va t'en donner de manière générale, mais ça se gagne. Ouais, c'est ça. La confiance, ça se gagne. L'investissement, ça se gagne. Et du coup, faut que tu Ça fasses encore, tes c'est un classes. autre sujet, c'est sur tout ce qui est culture, Ah putain, ça, on pourrait parler pendant deux comment heures. gagner sa place sur le tatami. Ça, c'est un autre sujet encore où Moi, je pense on pourra en parler que aussi. il faut équilibrer la tradition et les méthodes modernes, un petit peu Ouais. les méthodes de pédagogie moderne, Mais il y on a est des ouvert choses et qui tout bougent ça. pas quand même. Il y a des choses qui Non, bougent il y pas. a des choses. C'est que je suis désolé, tu viens. C'est un sport de combat.
il y a quand même, en tout cas, moi, je fais comme ça, c'est t'as tes classes à faire. Il faut que tu viennes, même si je te dis pas, tu vas passer 10 ans et on te calcule pas, c'est pas ce qu'on dit, mais tu dois montrer que tu respectes les règles, tu viens souvent au club et que tu Plus as quand même discipliné. une période de tuilage, c'est-à-dire tu as une période pour que tu rentres dans le mood. Et si il faut que tu fasses tes preuves, c'est obligé, c'est partout pareil, dans une Mmh. entreprise, dans Ouais, ouais. n'importe quoi. Même si là tu payes et c'est un service que tu rentres quand même dans un microcosme et donc toi faut que tu montres que tu t'adaptes pendant un moment pour que nous après on va s'adapter à toi. Déjà on s'adapte à toi parce que bah, tu viens, tu payes donc tu fais le premier pas, mais il faut quand même quand tu vas parler de technique et d'enseignement, il faut quand même Mmh. que tu saches de quoi tu parles. C'est comme si moi j'allais prendre je faisais un mois de guitare et au bout d'un mois je lui dis je pense que cet accord je devrais le jouer avec le Ouais. menton. C'est un délire comme ça. Le prof de guitare, il va me dire, tu te fous de ma gueule. Moi, je suis dans un groupe depuis des décennies et tout ça. Ben, c'est pareil. Mmh. Mais Pareil, de ouais, nos ouais. jours, avec les réseaux sociaux, en tout cas la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et la vitesse de la société, on laisse plus le temps au temps. Et donc, cette période de, comme je te dis, de tuilage, de, 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 Ouais, de, ouais, de faire d'apprentissage, ses quoi. classes, on Après, dirait que c'est un tabou. ouais, je sais pas ce truc-là de dire, ouais, le monde aujourd'hui, C'est pas enfin bon. forcément maintenant, peut-être c'était avant. J'ai l'impression que ça s'est exacerbé avec la vitesse du monde maintenant. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, on est bientôt à la fin on est bientôt aux 1 heure là. Et la question c'est, est-ce que si je pars de mon club, est-ce que je suis un traître? Est-ce que pour toi, quelqu'un qui part, c'est un traître? Non, moi, ce que je pense, c'est que, regarde, si on a un projet commun, tu me dis, OK, Mm. Joe, tu vas m'apprendre, j'ai besoin de toi pour faire une compétition et tout. Et moi, je me bute, je me crève le huc à t'aider. Ouais, C'est-à-dire un que je fais projet tout, commun, je quoi. fais tout. On a un projet commun et toi, d'un Ouais. seul coup, du jour au lendemain, tu me dis, ouais, vas-y, stop, c'est fini. Mm. Euh, déjà, au moins tu l'as dit, mais en plus, si tu disparais sans rien dire, alors que moi j'ai pris du temps et j'ai défini des expectatives avec le temps à faire ensemble. Là, c'est pas, je vais pas mettre le mot trahison, mais je me dis, tu me laisses quand même, tu me préviens pas, c'est pas bon. Par contre, le mec qui paye un club, il est Et client. c'est ce que je vais parler après de ça, quand tu auras fini. Le mec, il est client. Il vient, il paye sa séance. C'est pas pareil. Mais par contre, quand il y a une affection qui se fait, enfin une affection, des liens qui se font avec le combattant et toi tu fais tout pour lui et lui il vient, enfin tu fais tout. C'est même le mot tout, il est trop, mais tu fais Mm. en sorte de lui donner une bonne pédagogie. Tu vas avec lui aux compétitions, tu le suis, tu Ouais, l'écoutes, tu lui donnes du temps et tout tu lui ça. donnes de ton temps. Tu lui donnes de Tu ton lui temps donnes de ton temps. gratuitement. Tu lui C'est donnes de ton ça. temps gratuitement. Ouais. Tu sais, des fois, j'entends des choses, ça me rend fou, quoi. Ce truc-là ah, le mec, il est parti, c'est un traître. Alors, déjà, pour qu'il n'y ait pas ce problème-là, paye ton club. Paye ton club. Le Déjà tu club, seras quitte. n'acceptez personne sans qu'elle ait payé. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'histoire de traite, pas traite, quoi que ce soit. Tu payes le club. Une fois que tu as payé le club, là, c'est normal. Tu viens, tu t'entraînes. Le professeur, s'il veut te donner un petit peu plus de son temps gratuitement, il peut t'en donner. Sinon, c'est tu prends un cours particulier avec lui, tu lui payes ses déplacements s'il t'accompagne en compétition, tu fais ces choses-là. Voilà. Par contre, si le professeur, il voit en toi peut-être quelque chose, un talent, ou même il aime être. C'est ça aussi, faut pas oublier que c'est des relations humaines. C'est-à-dire que si le professeur, il aime bien passer du temps avec toi, il aime bien t'enseigner parce que quand tu reçois l'enseignement, bah, tu essayes de le faire. Il Hmm. n'y a rien de plus plaisant pour un professeur que envoie ton jab, boum, rentre dans les jambes, hop, je rentre dans les jambes. Hein. Quand le professeur il donne les conseils et que le pratiquant il applique, c'est un gros plaisir. Et je pense que c'est important pour l'athlète, pour le pratiquant, d'essayer de construire cette relation avec le prof, comme le prof de construire cette relation ou de ne pas bloquer cette relation avec l'athlète, le pratiquant, que le coach soit payé, que l'athlète y paye le club, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Et derrière, si à un moment vous n'êtes pas bien, alors c'est pareil, à un moment vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à essayer d'insister. Essayez d'insister, comme on a dit depuis le début. Là, on arrive sur la fin, donc vous avez déjà pas mal de choses, mais n'hésitez pas à insister
pour rester dans le club, n'hésitez pas à communiquer avec le professeur si c'est possible. Et pareil, essayez Mhm. de trouver un moyen de bien communiquer avec le professeur. C'est pas le prof, il est en plein cours en train de donner les conseils, et là vous allez le voir et vous lui parlez. Non, à la fin d'un cours, il est tranquille, il est pas avec Ouais, quelqu'un, il discute avec quelqu'un qui est plus gradé que vous ou qui est un autre coach ou autre. Hop, là vous allez le voir. Ah, c'est pas possible. Hop, bah je lui envoie, j'essaie de lui envoyer un message ou de l'appeler ou autre. Voilà, essayez de trouver un moyen respectueux de discuter avec lui, essayer de trouver le meilleur moment pour en fait lui faire un peu des reproches, lui donner des conseils, parce qu'il y a, voilà, il y a rien de plus désagréable qu'un élève qui veut absolument vous parler alors que vous êtes déjà en train de parler avec quelqu'un. Enfin, après, c'est de Mhm. l'éducation, quoi. Mais il faut essayer de comprendre tout ça, essayer de comprendre les relations humaines. C'est vraiment important. Et puis, ouais, essayez aussi de dire, moi c'est ce que je dis, c'est quand vous inscrivez au club, bah, vous avez choisi un abonnement. Un mois, 6 mois, un an. Bah, si vous avez pris un an, c'est vous devez rester un an, quoi. Vous devez essayer d'insister un an, de rester dans le club, que ce soit pour vous, c'est un contrat envers vous et envers le club. Donc essayez de rester, d'être appliqué, discipliné pendant un an pour essayer de vous donner la chance d'apprendre le sport. Et Mhm. après, derrière, vous pourrez, au bout d'un an, de vous dire, OK, C'est qu'est-ce que clair. je veux faire? Je continue pas, il y a des problèmes, il n'y a pas des problèmes. Ça se passe bien, je suis heureux dans ma pratique, bah, je continue et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se construit. Mais ouais, pour moi, il peut y avoir cette relation de traître quand l'athlète ne paye pas, que le coach il donne de son temps gratuitement. Il ne faut pas oublier qu'un coach qui va en compétition, c'est un coach qui n'est pas en week-end avec sa famille ou qui n'est pas à un barbecue avec des amis, qui n'est C'est pas ça. à la plage si vous avez la plage à côté de chez vous, etc. Et qui n'est pas en train de boire un café en terrasse à Paris, etc. D'accord? Faut pas oublier ça. Euh, c'est important et souvent il va payer de sa poche aussi. Je sais pas si c'est un déplacement, une compétition en Belgique, et ben il va devoir payer de sa poche pour aller là-bas pour vous Bien accompagner sûr. vous. Et croyez pas que vous êtes Conor McGregor ou Charles de Oliveira ou peu importe. Pour l'instant, vous êtes très Mhm. certainement personne dans la discipline. Mais lui, c'est son plaisir. Il veut essayer de vous encadrer du mieux qu'il peut. Du coup, il va investir de son argent et de son temps pour vous. Donc, il faut être reconnaissant envers le professeur, comme passer l'aspirateur à la fin du cours si c'est possible. Bah, je le fais. Euh, et enfin voilà, en France, je trouve qu'il y a ce truc beaucoup de, je vais être un peu vulgaire, mais tu lèches les boules de ton coach, ouais, bon, t'as un suce-boule ou peu importe. Mais pour moi, c'est la bonne attitude à avoir, c'est d'être le prof. Normalement, il essaie de tout faire pour vous. Donc, essayez de tout faire pour lui aussi, pour lui faciliter son travail, pour lui faciliter sa vie. C'est ça Mhm. que vous devez faire. Et si cette relation, elle s'est créée, et si vous avez cette bonne attitude, normalement, vous n'aurez pas envie de partir, sauf si, pour tous ce que Johnny a énuméré en début de podcast, je vous laisse revenir au début. Mais exemple, si le professeur vous manque de respect, une fois, ça peut arriver, des fois, certaines personnes sont énervées ou autres, après, discuter pour essayer de remettre tout à plat. Mais voilà, s'il manque de respect une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, là, voilà, vous avez des raisons pour partir. Mais Bien sûr. n'hésitez pas à vous donner la chance, à donner la chance à votre coach et au club de marcher tous ensemble. Donc pour moi, Mhm. ce truc de traître, il peut apparaître si je ne paye pas le club et si le coach donne beaucoup de sa personne pour moi, pour m'aider, et que moi, du jour au lendemain, je me dis, ah, ça y est, je veux partir parce que sur Instagram, j'ai vu que dans tel club, ça a l'air d'être mieux, quoi. Mais en vrai, très souvent, ça ne l'est pas. Et la question qu'on peut se poser, c'est t'es traître, mais par rapport à qui? Tu seras pas forcément traître par rapport à ton coach, ni à la salle, mais est-ce que par rapport à toi-même, tu t'es donné un objectif et tu l'as pas rempli? Tu t'es dit, je vais m'entraîner pendant un an, t'es venu et tu t'es rendu compte que, bah, en fait, c'était plus dur que ça. Et en fait, se barrer, c'est une excuse parce que tu veux être dans ton confort absolu, sachant que tout investissement nécessite de se mettre un petit peu dans l'inconfort. Tu vois, il y a un petit peu de ça et tout sera pas comme tu veux, à moins que tu prennes que des cours particuliers et tout. Et le deuxième, j'insiste sur la communication. S'il y a des non-dits, il y a des non-dits. Ouais, S'il y a des non-dits et que moi j'ai des attentes et mon coach il a d'autres attentes, peut-être qu'il va y avoir une sensation de trahison, etc. Mais ouais. ça peut être aussi l'effet inverse. Le coach qui se barre. Imagine le coach qui se barre et il ne donne pas d'informations, il se barre, il te laisse tout seul.
Alors lui aussi, peut-être, donc en fait, la communication, faire de son mieux pour que le travail fait ensemble, il soit le plus fructueux pour les deux. Et je pense que normalement, il y aura pas de, il y a pas de problème. Dans très peu de cas, comme tu disais au début, dans très peu de cas, tu dois partir de ta salle. Dans très, très, Ouais, très peu ouais. de cas. Tu vois? Mais aussi un truc pour compléter ça, c'est que, ok, l'élève, ça, on a parlé beaucoup du côté de l'élève, mais on Mhm. parlera peut-être aussi dans une autre vidéo du professeur. C'est-à-dire que encore une fois, on en a parlé un petit peu dans la vidéo, mais le professeur, faut qu'il se remette en question aussi. Faut qu'il essaie Faut d'apporter un qu'il bon évolue. produit, une bonne, un bon contenu de cours. C'est important. C'est pareil, c'est pas que, ah non, mais toi, tu arrives, c'est tes débutants, bah, tu vas au sac pendant 8 mois, et puis tu tapes dans le sac, et puis quand tu Bien sauras sûr. envoyer un gauche-droite toi-même tout seul, bah, ce sera bon. Non, ça a changé, c'est plus comme ça aujourd'hui, enfin, je pense. Ouais. Et pareil pour le sol, quoi. C'est pas, ah bah quand tu te seras assez fait défoncer, bah tu verras, tu vas progresser. Non, ça n'existe plus, ça non plus. Il y a plein de choses comme ça. Et voilà, faut pas, l'élève, il a beaucoup de choses à faire sur le tatami, de choses personnelles, de travail sur son mindset, etc. Mais le professeur aussi, il a un devoir d'apporter du contenu de qualité et d'essayer d'encadrer au mieux ceux qui ont payé ou qui viennent sur le tatami, qui montent sur son tatami. C'est une responsabilité. Et le professeur aussi doit se remettre en question euh, souvent, quoi, le plus de fois possible. Johnny, on arrive au bout, là, on est à 56 minutes. On avait dit une C'est heure. passé Ça vite. nous, c'est passé vite, c'est passé vite, mais voilà, l'idée Ouais. c'est de faire des petits, on se refera un petit podcast. Si vous avez, ceux qui ont écouté le podcast, n'hésitez pas à vous dire si vous avez apprécié, pas apprécié. Si vous, on a oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager, liker, abonnez-vous à la chaîne, ça donne toujours de la force. Et puis, bah voilà, si vous voulez vous entraîner avec nous, avec Johnny, bah, il donne les cours il encadre les cours de MMA au NR Fight Club Paris, mais aussi dans le 91, tu peux en parler, hein. Ouais, On n'est pas. au club Fight Industry, Ok. c'est pas que le club Fight Industry, un petit club qui se développe dans le 91 à Évry. Il y a entraînement tous les soirs. Donc pour ceux qui sont dans C'est le tous coin les et qui soirs. veulent venir, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Ok, bah c'est cool. Comme ça, pour qui c'est trop loin le NR Fight, bah vous pouvez aller là-bas avec grand plaisir. Comme je dis, le plus important, c'est de vous entraîner, de continuer, de persévérer, et puis voilà, tout le monde est content. Johnny, merci beaucoup. Merci à toi. Et bah, écoute, à une prochaine, j'espère. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde. On se fera un plaisir de le faire prochainement. Et puis, j'essaierai aussi. Il y avait Samuel Monin aussi qui voulait faire un petit podcast. Enfin, j'ai d'autres mecs aussi du club. Donc, voilà, s'il y a des sujets aussi sur le jiu-jitsu brésilien, bah, peut-être la différence entre le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer, ça pourrait être intéressant. Même si j'ai déjà abordé sur cette chaîne et que ça commence un peu à me gonfler, mais on pourra parler de certains trucs intéressants avec Samuel Monin prochainement. Voilà. Merci à tous. Joe, à très bientôt. Profite bien du stage Salut. avec Flavio. Fais la bise à tout Ouais, le monde. Et puis, pas de pour ma problème. part, on se voit bientôt sur une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, merci à tous. Salut. Ossa! Os.